Dans nos dernières aventures, nous avons assisté à la naissance de l'hostilité. Nous avons vu des enfants se transformer en ennemis dans un camp de vacances avec Muzaffer Sherif. Nous avons vu notre cerveau discriminer sur la base de critères absurdes avec Henri Tachfel. Et nous avons ressenti le poids de la ségrégation dans la classe de Jane Elliott. Nous avons vu le comment ça marche. Mais maintenant, il est temps de prendre de la hauteur, de dessiner la grande carte de ce territoire sombre. Qu'est-ce qu'un préjugé ? Comment passe-t-on d'une simple pensée à un acte de haine ? Et surtout, comment peut-on le combattre ? Pour cette aventure, nous allons suivre l'architecte, le grand cartographe de la psychologie du préjugé. Un homme qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a décidé de consacrer sa vie à comprendre cette maladie de l'esprit humain. Cet homme, c'est Gordon Allport. L'aventure de Gordon Allport, racontée dans son livre monumental de 1954, La nature du préjugé, commence par une idée radicale pour son époque. Le préjugé n'est pas une maladie mentale réservée à quelques esprits tordus. C'est le produit d'un esprit parfaitement normal. Pour Allport, notre cerveau est, par nature, un avare cognitif. Il ne peut pas traiter l'infinité de détails du monde. Pour survivre, il doit simplifier. Il doit mettre le monde dans des boîtes. C'est ce qu'on appelle la catégorisation. Chien, table, ami, ennemi, un processus essentiel et inévitable. Le stéréotype n'est qu'une conséquence de cette mécanique. C'est une croyance simplifiée, souvent fausse ou exagérée, sur les caractéristiques d'un groupe. Un raccourci mental. Le préjugé, c'est l'étape suivante, quand on ajoute une charge émotionnelle, positive ou négative, au stéréotype. Et la discrimination, enfin, c'est le moment où ce sentiment se traduit en acte. Autrement dit, pour Allport, le préjugé n'est pas une aberration, c'est un sous-produit malheureux d'un fonctionnement cognitif ordinaire. Mais si c'est si naturel, comment le combattre ? Allport va ensuite nous montrer que le préjugé n'est pas un état figé, mais un processus qui peut s'aggraver. Il dessine une terrible échelle du préjugé en 5 échelons. 1. L'antilocution. Le premier échelon, ce sont les blagues racistes, les discussions haineuses entre amis. On parle mal de l'autre groupe sans passer à l'acte. 2. L'évitement. On commence à éviter activement les membres de l'autre groupe. On change de trottoir, on n'invite pas, on met à distance. 3. La discrimination. L'action devient systématique et institutionnalisée. On refuse un emploi, un service, un logement sur la base de l'appartenance à un groupe. 4. L'attaque physique. La violence apparaît, on vandalise, on agresse. 5. L'extermination, l'échelon ultime. Le génocide, les lynchages, l'élimination systématique de l'autre groupe. Cette échelle est glaçante, car elle nous montre que les génocides ne naissent pas de rien. Ils sont l'aboutissement d'une escalade qui a commencé par des mots parfois banalisés. Mais attention, Allport ne dit pas que toute blague raciste mène automatiquement au génocide. Ce n'est pas un engrenage fatal. C'est plutôt une mise en garde. Les premiers stades, même anodins, légitiment les suivants. Chaque marche franchie rend les suivantes plus faciles à atteindre, surtout si le contexte politique ou économique s'y prête. Mais Allport n'est pas un penseur du désespoir. Après avoir disséqué la maladie, il a passé le reste de sa vie à chercher le remède. Et sa proposition la plus célèbre, la plus pleine d'espoir, c'est l'hypothèse du contact. Son idée est simple. Les préjugés naissent de l'ignorance et de la distance. Pour les réduire, il faut que les groupes se rencontrent. Mais, prévient-il, le simple contact ne suffit pas. On l'a vu avec Sherif, mettre des groupes en contact dans un contexte de compétition ne fait qu'aggraver la haine.
Pour que le contact réduise réellement les préjugés, il faut 4 conditions. 1. Un statut égal. Les membres des deux groupes doivent se rencontrer sur un pied d'égalité. 2. Des buts communs. Ils doivent travailler ensemble à un objectif qu'ils ne peuvent pas atteindre seuls, comme dans la réconciliation des campeurs chez Shérif. 3. Coopération intergroupe. Ils doivent collaborer et non rivaliser. 4. Le soutien des autorités. La loi, les institutions, les leaders doivent soutenir clairement ce rapprochement. Quand ces ingrédients sont réunis, le contact peut briser les stéréotypes, réduire l'anxiété et créer de l'empathie. L'hypothèse du contact a inspiré des décennies de politiques publiques. Aux États-Unis, dans les années 1960-70, elle a notamment guidé les programmes de busing, transporter des élèves noirs et blancs pour les scolariser ensemble et briser la ségrégation. Mais les résultats ont été mitigés. Beaucoup de familles blanches ont quitté les centres-villes pour les banlieues, white flight, vidant d'une partie de leur sens les programmes d'intégration. Souvent, les conditions posées par Allport, statut égal, but commun, coopération, n'étaient pas réunies. Les inégalités sociales et les tensions persistaient. C'est une leçon essentielle. Le contact peut réduire les préjugés, mais seulement si le cadre est pensé avec soin. Sinon, il peut même renforcer les clivages. L'aventure de Gordon Allport est une quête de lucidité. Il nous a donné la carte la plus complète de ce territoire sombre qu'est le préjugé. Il a montré comment il naît de mécanismes ordinaires, comment il peut dégénérer en violence extrême, mais aussi comment il peut être combattu. Son héritage est un programme d'action. L'hypothèse du contact a inspiré des décennies de politiques de lutte contre la ségrégation, de programmes d'échange, d'initiatives de réconciliation après des conflits. C'est une vision exigeante mais pleine d'un espoir rationnel. La haine n'est pas une fatalité. C'est une construction sociale que d'autres constructions sociales peuvent défaire. Dans notre prochain épisode, nous explorerons une conséquence plus insidieuse encore du préjugé. Nous suivrons Claude Steele dans son enquête sur la menace du stéréotype pour comprendre comment la simple peur de confirmer un cliché peut saboter nos propres capacités. D'ici là, observez les contacts entre les groupes autour de vous. Sont-ils à statut égal? Y a-t-il un but commun? Et surtout, restez curieux.